Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'histoire qui sera consacrée à l'affaire des Brus du Roi en 1314, plus connue sous le nom de l'affaire de la Tour de Nesle. Le roi de France à l'époque, c'est Philippe IV, dit le Bel. Il est roi de France depuis 1285 et est le petit-fils de Louis IX, dit Saint-Louis. Il est marié alors à Jeanne de Navarre et grâce à ce mariage a pu récupérer la Navarre dans le giron du domaine royal. Ensemble, ils vont avoir 4 enfants, une fille et 3 fils. La fille s'appelle Isabelle de France, ou la Louve de France. Elle est mariée à Édouard II, roi d'Angleterre. Ce mariage a pour objectif d'empêcher un conflit éventuel entre la France et l'Angleterre. Parce que oui, les conflits entre la France et l'Angleterre sont déjà très fréquents, bien avant la guerre de 100 ans. Les 3 fils s'appellent Louis, Philippe et Charles. Tous les 3 vont être mariés à des héritières de la Bourgogne. La Bourgogne, à l'époque, est divisée en deux. D'un côté, on a le duché de Bourgogne et de l'autre, le comté de Bourgogne. Alors, le duché, c'est très simple, en fait, se trouve dans l'actuelle France. C'est un territoire qui obéit au domaine royal. Alors que le comté se trouve en territoire germanique, dans le Saint-Empire. C'est, pour faire très simple, l'actuelle Franche-Comté. L'objectif du roi Philippe IV est d'annexer ce territoire, ce comté qui se trouve dans le Saint-Empire. Et il se trouve que les conjonctures vont lui permettre de mener à bien sa mission. Parce qu'en effet, le comte de Bourgogne, Othon IV de Bourgogne, est en conflit avec le Saint-Empire et notamment avec l'empereur Rodolphe. En effet, le comté de Bourgogne, même s'il se trouve dans le territoire du Saint-Empire, est alors, en fait, d'une certaine manière indépendante. Elle ne dépend d'elle, mais que sur la carte. Et tout ce qui est gestion du territoire revient qu'au comte. Et l'empereur aimerait bien annexer totalement le comté, en fait. C'est un peu le même cas de figure pour la France et la Flandre. La Flandre se trouve au nord de la France et elle est indépendante. Et pendant tout le règne de Philippe IV, il va essayer de récupérer le comté de Flandre. Bon, ben là, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pour le Saint-Empire. Face aux menaces de l'empereur, le comte, Othon IV, va chercher à se rapprocher du roi de France, qui peut être un opposant redoutable contre l'empereur. Philippe IV est ravi et donc va accepter de se rapprocher du comte Othon IV. Et donc, évidemment, cela va poser quelques problèmes, puisque les nobles ne sont pas tous ravis de cette décision d'Othon IV de faire alliance avec le roi de France. Et donc, il y a un mouvement de rébellion, et les rebelles vont être armés par l'empereur. Pour faire face à ça, le roi et le comte vont faire une alliance officielle à partir de l'année 1294. Et dans ce pacte, qui va être signé entre les deux protagonistes, il va y avoir, pour sceller le tout, un mariage. Othon IV a plusieurs filles, notamment Blanche et Jeanne d'Artois. Ces deux jeunes princesses vont pouvoir épouser les héritiers au trône de France. Alors, il n'est pas encore stipulé quels sont les héritiers qu'elles vont pouvoir épouser. Néanmoins, grâce à cette alliance, on va avoir un mariage entre les héritiers du trône et les filles d'Othon IV et de Mao d'Artois. Et le plus important, c'est la dot que Jeanne d'Artois va apporter avec elle. Puisque, dans la dot, Othon IV stipule qu'il donne l'intégralité du comté de Bourgogne à sa fille. Ce qui veut dire que lorsqu'il va mourir, Jeanne d'Artois de Bourgogne va devenir la comtesse de Bourgogne et son mari, le comte de Bourgogne. Ce qui veut dire que la Bourgogne devient française. C'est à partir de ce moment-là, grâce à ce pacte, que l'intégralité de la Bourgogne devient française. Évidemment, il y en a un qui peut s'opposer à ce projet. Il s'agit de Robert II de Bourgogne. Oui, encore la Bourgogne, mais celui-là, il est duc. Duc de Bourgogne. En effet, entre l'Île-de-France et le comté de Bourgogne, on trouve le duché de Bourgogne. Et le duc, Robert II, peut voir d'un très mauvais œil la récupération du comté de Bourgogne par le roi de France. Parce que lui se retrouvera pris en étau par le roi de France et le comte. Donc le roi Philippe IV a bien conscience que cela peut poser un problème. Il décide donc de promettre à son fils aîné
à une des filles de Robert II. Ce dernier accepte et va donc donner Marguerite de Bourgogne à Louis X le Hutin. Ainsi, on va avoir 3 mariages qui vont avoir lieu. Louis avec Marguerite, Philippe avec Jeanne, et enfin Charles avec Blanche. Ces mariages sont scellés, donc on est en 1294-1295. Les enfants, car ce ne sont que des enfants, sont alors âgés d'à peine 3, 4 ou 5 ans. Ils sont nés tous aux alentours entre 1290 et 1293. Donc évidemment, ils ne sont que des poupons, et donc il ne peut être question de mariage officiel. Le mariage aura lieu bien plus tard, en 1306 et en 1307. Mais le mariage ne va pas être heureux pour les 3 brus de Philippe IV. En effet, apparemment, d'après les contemporains, 2 des princesses royales vont se lasser des princes, des fils de Philippe IV. Et c'est bien ça qui arrive en 1314. On est en avril, quand le roi, à Maubuisson, apprend par sa fille, Isabelle, alors en voyage en France, qu'il y a anguille sous roche, que les brus du roi auraient des amants. Les 3 brus, selon Isabelle. Alors, comment elle découvre ça? C'est assez romanesque comme épisode. En fait, Isabelle de France vient, à la fin de l'année 1313, en France avec son époux, pour négocier et pour discuter serment avec le roi de France. À cette occasion, elle rencontre ses belles-sœurs, à qui elle offre des aumônières. Anodin, mais pas tant que ça, puisque le séjour se passe correctement, la reine et le roi d'Angleterre repartent. Arrivés à Londres, on célèbre une fête pour le retour du roi et de la reine. Et parmi la foule présente, 2 chevaliers, 2 frères, les frères Donnet, Gauthier et Philippe Donnet, apparaissent à la cour du roi d'Angleterre avec les aumônières qu'Isabelle a offertes à ses belles-sœurs. Isabelle voit ça et prend note. Elle se dit, il y a anguille sous roche. Il y a un problème. Ça veut dire quoi, la présence des aumônières sur ces 2 chevaliers? Et donc, en avril 1314, elle revient en France et va parler secrètement à son père. Et c'est sans doute à ce moment-là, donc on est aux alentours du 6 avril 1314, le roi de France apprend que ces brus auraient rendu cocu ses fils. Là, ça pue et il réfléchit à que faire. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Évidemment, il faut mener une enquête, avant toute chose. Et donc le roi va envoyer sans doute des agents partout en France, notamment en Île-de-France, pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette histoire. Très rapidement, donc le 14 avril, le roi rend officielle l'affaire et condamne les amants. Il y a des sévices plutôt affreux. En fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe pendant cette période d'enquête. Mais une chose est sûre, c'est qu'apparemment, d'après certains contemporains, la population parisienne serait au courant de cette affaire. Ce qui veut dire que le roi ne peut pas étouffer l'affaire à ce moment-là. Ce n'est plus possible. Il y a trop de gens qui seraient au courant. Et donc il décide de la rendre officielle. Donc en 1314, les 5 amants sont arrêtés. Les princesses sont interrogées et avouent avoir forniqué avec des amants. Alors, pas toutes. Jeanne d'Artois va expliquer qu'elle était au courant de l'affaire. Elle était au courant que sa sœur et sa cousine allaient forniquer à plusieurs endroits, dans plusieurs lieux, dans des temps sacrés avec leurs amants, mais elle n'aurait pas trompé son mari Philippe. Les 2 autres, par contre, elles reconnaissent avoir trompé leur mari et sont directement arrêtées. Le roi les condamne à être emmenées à la prison à perpétuité. Elles vont être emmenées à Château-Gaillard, en Normandie, où elles y resteront, en tout cas pour Marguerite de Bourgogne, jusqu'à la fin de sa vie. Les amants, eux, sont arrêtés, avouent, il semblerait, sans torture, et vont être condamnés à des sévices ignobles, même pour les contemporains, puisqu'on décide de les exhiber en place publique, et donc les mettre au pilori. Donc les piloris, c'est cette fameuse construction en bois, une sorte de pilier où on accroche la tête et les bras, et où normalement, à l'époque médiévale, on humilie un voleur ou ce genre de choses, ce genre de personnes. Là, on les met au pilori et surtout, on leur coupe le sexe. Et oui, ils ont commis un adultère.
Et de fait, il faut leur couper le sexe. Et on donne à manger le sexe aux chiens, comme le diraient nos sources. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en effet, une fois qu'ils ont perdu leur sexe, on va décider de les écorcher vifs, ensuite on va les écarteler, et enfin, finalement, on va enfin leur couper la tête. Bon, on ne sait pas s'ils sont déjà morts à ce moment-là, mais quoi qu'il arrive, une fois qu'ils ont perdu leur tête, c'est fini. Et on décide d'aller accrocher le reste des cadavres au gibet de Montfaucon, gibet royal, pour montrer ce qu'il arrive lorsque l'on couche avec les princesses royales et qu'on commet un acte d'adulte. C'est ça, l'affaire de la tour de Nesle ou l'affaire des bruits du roi. C'est cette affaire d'adultère. Et les conséquences vont être terribles pour la couronne de France. Parce que, outre cette affaire d'adultère, cela pose une véritable crise politique pour la couronne de France. En effet, Marguerite de Bourgogne a déjà une fille, la petite Jeanne, et elle a 3 ans au moment des faits. Or, les princesses vont avouer avoir eu des amants depuis au moins 3 ans. Ce qui veut dire que la petite Jeanne n'est peut-être pas légitime. Et là, ça pose un gros problème. De même que Blanche a déjà 2 enfants, et ils sont de très jeunes également. Donc en fait, ça veut dire que le sang a été contaminé pour les contemporains. Et c'est très grave pour la lignée du roi de France. Cela peut créer une crise dans la succession royale. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver, puisque Philippe IV meurt en novembre 1314, lui succède son fils Louis X en 1314, mais ce dernier ne va régner que 2 ans. Il meurt en 1316. Or, à ce moment-là, sa nouvelle épouse, Clémence de Hongrie, est enceinte. Il faut attendre que Clémence de Hongrie accouche pour savoir le sexe de l'enfant. Parce que, en effet, pour tous les contemporains, il est hors de question que Jeanne, la première fille de Louis X, devienne reine de France. Elle est illégitime. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Donc, on ne veut pas la voir sur le trône de France. Quelques semaines après la mort de Louis X, heureusement, le bébé arrive et il s'agit d'un garçon. Mais donc, le petit s'appelle tout de suite, on l'appelle Jean Ier, hélas posthume, puisqu'il va mourir au bout de quelques jours. Et là, c'est la première crise pour la famille royale. C'est la première fois depuis UKP, depuis 987, qu'il n'y a pas un héritier légitime à la couronne de France, qu'il n'y a pas un fils. Et donc se pose là, voilà, la question de comment on fait. Alors, Philippe, donc le frère de Louis X, va en profiter et va se battre pour récupérer la couronne et va être reconnu par tous les grands seigneurs de l'époque comme étant le roi de France. Pour la première fois dans les arguments juridiques, on voit qu'une femme est exclue de la couronne de France. Il n'y a jamais eu de reine de France, elles n'ont jamais été reines uniquement, mais cette fois-ci, dans les papiers officiels de la couronne de France, il est dit qu'une fille ne peut pas devenir reine en France. Conséquence indirecte de l'affaire des bruits du roi. Elles n'auraient pas trompé leur mari, la question ne se serait pas posée. Entre deux, Marguerite de Bourgogne, elle décède en 1315 de manière plutôt mystérieuse puisque elle est à Château-Gaillard et les sources sont un petit peu ambiguës sur la question. Certains disent qu'elle serait morte de froid, sauf que il se trouve que quelques semaines avant le décès de Marguerite, Louis X a reçu une lettre du pape lui indiquant qu'il ne pouvait pas obtenir séparation avec Marguerite. Tant vous dire que, comme par hasard, elle meurt quelques semaines après, ça arrange plutôt bien Louis X. Alors, est-ce que Dieu a répondu à ses prières ou est-ce qu'il a filé un petit coup de main avec un couteau? On ne sait pas et on ne le saura jamais. Mais n'empêche, cela a pu avoir lieu. Et Marguerite est morte. Blanche, elle, tombe enceinte en prison. Elle aurait couché avec le serviteur qui était chargé de sa geôle. Oui, c'est pas terrible. Et elle est enceinte. Donc, on décide de la relâcher et de l'emmener dans un couvent à Maubuisson, et où elle y restera jusqu'à la fin de sa vie. Pour la couronne de France, la crise n'est pas anodine, puisque même si en 1316, on avait réussi à trouver le frère, un héritier finalement, en fait, Philippe IV de Poitiers va décéder très rapidement également. En 1322, il meurt. Et là, il n'y a pas de fils. En effet, Jeanne d'Artois, qui avait retrouvé son époux à la Noël 1314, n'a jamais eu de fils avec lui. Ils ont eu des filles, mais comme la fille, je vous l'ai expliqué, n'est plus admise sur le trône de France depuis 1316, la question ne se pose même plus. Donc on va aller chercher l'autre frère, vu que ça s'est déjà fait en 1316, on va chercher Philippe IV le Bel, qui est toujours marié officiellement à Blanche d'Artois. Évidemment, il va se battre bec et ongles pour obtenir la séparation officielle, et il va l'obtenir, puisqu'il va faire croire, c'est un fait, hein, il va dire que
parce que Blanche d'Artois est la fille de sa marraine, Mao d'Artois, et elle ne peut pas être son épouse puisqu'il y aurait un lien, ça serait de l'inceste en gros. Ça bidouille, mais le pape va accepter. Donc Blanche d'Artois et Charles IV sont séparés. Donc Charles IV va se remarier, mais il n'aura jamais de fils et il décède en 1328, sans héritier. Or, en 1328, il n'y a plus de frères, donc il n'y a plus d'héritier à la couronne. Les Capétiens, pour la première fois, vont quitter le trône. Et la suite, au prochain épisode.